Alors, bonjour à vous, ça y est, c'est reparti, un autre sujet de CAP Pro E, donc préparation, réalisation d'ouvrages électriques. Cette fois-ci, c'est la session 2010. Donc, on va le corriger ensemble. Pour tout vous dire, là, je ne l'ai pas forcément fait avant, je le fais en live. On verra bien où ça nous mène. L'intérêt étant de le lire ensemble, de le comprendre, et puis ensuite de voir à travers ce sujet eh bien, comment on peut, comment on peut le lire et le résoudre. Voilà. Donc on a ici les questions, donc toujours organisées de la même façon. Un document sujet, un document ressources et un document technique, je crois, voilà, un dossier technique. Donc voilà, donc là on est parti pour je ne sais pas combien de temps, on va essayer de le faire ensemble et de voir un petit peu les éléments de réponse. Donc vous avez 3 heures pour le faire. Nous, on va aller un petit peu plus vite. Bien sûr, cette vidéo, c'est pour expliquer, eh bien, une fois que vous l'avez fait, donc à vous de le faire avant, ce sera beaucoup plus productif. Et ensuite, si vous ne l'avez pas fait, bon, vous pouvez quand même suivre la vidéo parce que ça peut vous aider à voir un petit peu comment on réalise le sujet. Donc, bien sûr, moi, je triche un petit peu parce que je vais regarder le corrigé en même temps. Donc, finalement, toute la partie recherche, la partie lecture de documents, tout ça, finalement, on va pas la faire ensemble. Et non, et en même temps, on n'a pas 3 heures devant nous. Moi, ce que je vous propose, c'est d'expliquer le corrigé, tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui disent oui, c'est trop facile, il a le corrigé, c'est vrai. Je suis un peu un tricheur, peut-être. Mais finalement, je trouvais que c'était plus intéressant de partir du corrigé, plus motivant aussi, de savoir qu'il est réalisable, et puis derrière, de vous montrer un petit peu comment on retrouve les informations. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce type de vidéo. Moi, je pense qu'au contraire, je trouve que ça m'a beaucoup aidé de faire plein de sujets avec plein de corrigés pour voir un petit peu le principe. Et voilà, je pense que dites-moi si vous aimez ce type de vidéo et puis si on peut continuer à faire dans ce format-là. Moi, en tout cas, ça me convient tout à fait. C'est plus simple pour moi. Sachant que là, je ne l'ai pas fait avant, donc on va le lire ensemble. Je vais vraiment le découvrir avec vous. Même ça se trouve, vous le connaissez mieux que moi, donc si vous l'avez fait avant, voilà. Donc on y va. Partie 1, réalisation de l'alimentation du pavillon. Donc vous êtes chargé de la réalisation de l'alimentation au réseau, depuis le coffret situé en limite de propriété jusqu'au panneau de comptage situé dans le cellier liaison B monophasé. Vous avez besoin de connaître la longueur du câble d'alimentation ainsi que sa section. À chaque extrémité, nous devons prévoir une remontée de 1,50 m côté coffret EDF et une remontée de 2,50 m côté panneau de comptage. Donc question 1-1, à partir du plan de masse, calculez la cote L correspondant à la distance coffret panneau de comptage. Donc on a ici l'échelle du plan. Alors, on demande en fait ici de calculer la cote L correspond à la distance du coffret de comptage. Alors on a toujours ici des indications sur les documents que l'on peut avec lesquels on peut s'aider. Donc le DT, le document technique 3/7. Donc déjà, on peut regarder un peu le document technique, entre guillemets. Là, on voit un petit peu comment c'est situé. Euh, donc on va y revenir plus tard. Bon, parce que on va aller directement à la question. Je pense qu'on va essayer d'aller au plus simple. Le 3/7. Et ici, on demande donc l'échelle. Déjà, dans un premier temps, on vous demande l'échelle. Voilà, l'échelle. Donc ici, ben, c'est marqué directement, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là. L'échelle, c'est un 1/2 centième. Voilà. Donc ça veut dire que 1 cm sur le plan est égal à 200 cm dans la réalité. Donc si on mesure ici avec une règle, alors c'est une vidéo, donc là vous ne la voyez pas forcément en format A4 la feuille, mais globalement si on l'imprime et on la met en format A4, on a 1 cm sur la feuille correspond à 200 cm dans la réalité, donc on va dire 2 mètres dans la réalité. Donc ensuite, la deuxième question, c'est côté dessin. Alors, le côté dessin qui correspond à quoi? À partir du plan de masse, calculer la cote L correspondant à la distance coffret panneau de comptage. Donc ici, coffret, alors le coffret il est où? Le coffret. Alors, est-ce qu'on voit très bien? Franchement, pour l'instant, à vrai dire, je vois pas vraiment. Peut-être que ça va venir ici. Le coffret.
O, EDF. Donc là, on a O, EDF, PTT. Ensuite, ici, coffret, panneau de comptage. Panneau de comptage. Est-ce qu'il est indiqué? C'est pas évident. Franchement, c'est pas si évident que ça. Là, pour ça, je vois pas forcément. Le panneau de comptage, c'est pas. Pour l'instant, je ne le vois pas. On va voir au fur et à mesure à moins que ce soit ça, mais c'est pas clairement défini. C'est pas si évident que ça pour l'instant. Donc là, pour l'instant, l'échelle, ok. Le panneau de comptage, je pense que c'est la distance L ici. Voilà. Mais c'est pas si clair que ça. Voilà, la distance L, elle a même été rajoutée. Voilà, c'est ça. Donc si on la mesure, alors on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, côté dessin, on a 14,3 cm, en fait, sur la feuille directement. Et donc, ce qui correspond à la réalité, en fait, 200 fois plus grand. Sachant que, vu qu'on sait qu'un centimètre sur le plan est égal à 200 cm dans la réalité, eh bien, on le multiplie par 200 pour avoir le résultat en centimètres. Et on sait que 2860 cm est égal à combien de mètres? Donc on décale la virgule de 2 rangs, de 2 chiffres, et donc on tombe sur 28,6 mètres. Voilà. Donc en fait finalement la cote L, elle était indiquée. C'est vrai qu'au départ je ne la voyais pas, mais finalement elle est vraiment ici. Voilà. Bon, c'est un peu, c'est pas si clair que ça. Moi j'aurais bien rajouté ici finalement les indications, plus d'indications j'aurais vu. Mais bon. Ok. Alors question de compléter sur la vue en coupe ci-dessous les cotes manquantes. Alors ici on a finalement on a déjà le coffret EDF, la distance et ensuite le côté GTL pavillon. Donc finalement ici sur le sujet, alors il faut que je regarde sur le sujet comment c'était au départ. Sujet, il est là. Voilà, il y avait 3 cotes. Bon, les 3 cotes, ils vous les donnaient avant. Hein. C'était 1,5 côté coffret EDF. Ensuite, 2,5 côté compteur. Voilà. Et ici, on a trouvé 28,6 côté au niveau de la longueur souterraine. Voilà. Donc là, ça va à peu près pour trouver. Je trouve que c'est pas trop difficile. Question 1-3. Calculer la longueur du câble nécessaire pour le pavillon. Alors, voilà, on additionne hein, toutes ces longueurs. Voilà, tout simplement. La longueur du câble nécessaire pour le pavillon, donc on additionne. Ensuite, à partir du dessin du dossier technique DT 2/7, donner la puissance souscrite auprès d'EDF. Alors, à partir du dossier technique 2/7, donc le dossier technique, il est là. La page 2/7, voilà. On donne la puissance souscrite. Donc là, pour moi, il n'y a pas beaucoup de doute. Là, ici, alors voilà, pourquoi je ne peux pas sélectionner? Oui, alors je ne peux pas trop sélectionner, c'est surprenant. Voilà, on a là, voilà, c'est bon. Donc la puissance souscrite, finalement, c'est du 12 kVA voilà, et 60 ampères. Donc ici, vous mettez tout simplement la puissance souscrite, voilà, tout simplement. À partir du guide pour le choix d'un câble électrique basse tension DR2/10 et de la longueur calculée à la question 1-3, donc la longueur ici de 32,6 mètres, déterminer la section du câble d'alimentation. Donc on sait qu'on a le guide DR2/10. On va regarder ça déjà. 2/10, voilà. Donc on est bien page DR2/10. Voilà, on a un guide ici. Et on sait que l'on a la longueur ici de 32 mètres. Voilà. Et on demande de déterminer la section du câble d'alimentation. Donc ici, on va regarder un petit peu. Alors, on nous demande de trouver la section, donc on nous demande de trouver dans quelle colonne on sera, sachant qu'on a la puissance en kVA. Donc ici, on sait qu'on a pris 12, puisque c'est l'abonnement. Ici, donc, on sait
qu'on aura, alors là c'est les longueurs, en fait, voilà, les longueurs maximum des liaisons. Donc ici, pour 12, la longueur, nous, on a plus que 45, alors attendez, que je dise pas de bêtises, non, non, on a 32 mètres. Donc, finalement, si on a 32 mètres, 45, alors, je vais bien sélectionner là, voilà. Ici, 45, ça correspond à la longueur maximum de liaison compatible avec une chute de tension de 3%. Donc ça veut dire qu'ici, pour 12 kW, donc kV-ampères, hein, c'est ce qui est pareil, eh bien on peut mettre une section de fil de 16 mm². Et donc on aura jusqu'à 45 mètres, c'est possible, on n'aura pas de chute de tension supérieure à 3%. Voilà. Donc on prend du 16 mm², c'est ça. Donc c'est bon, et la longueur maximum 45 mètres. Donc jusqu'ici, voilà, on est bon. Ensuite, question 1-6. Vous devez passer en plus un câble de téléreport. Quelle est sa fonction? Alors, vous avez donc là directement, en fait, c'est là c'est des connaissances en fait. Là, on vous demande pas forcément de chercher la réponse dans un document. Quand on vous donne pas quand on vous demande pas forcément de chercher dans un document ressource ou un document technique, on vous demande directement, voilà, un câble de téléreport. Donc en fait, le téléreport, ça sert à relever le compteur à distance. Donc en fait, vous avez le téléreport, je peux vous montrer une petite photo, ça peut vous servir. Téléreport. Et en fait, c'est ici, voilà. Vous avez en fait un petit boîtier comme ceci. Et en fait, ici, on a un petit, comment dire, un téléreport qui permet en fait de relever le compteur à partir en approchant un appareil de ce boîtier et en fait par onde. Alors je vais pas en dire trop parce que je vais me tromper, mais c'est des ondes qu'il va émettre et il va indiquer en fait la valeur, le relevé du compteur sur ce boîtier de téléreport. Voilà. Et donc ça permettra d'éviter de rentrer dans la maison et donc ça sera beaucoup plus facile pour la personne qui vient relever le compteur électrique. Voilà. Donc voilà, un câble de téléreport et donc voilà. Quelle est sa fonction? Ensuite, question 1-7. Un grillage plastique rouge a été posé sur les fourreaux. Quelle est sa fonction? Donc ça, pareil, ça fait partie des connaissances que vous devez avoir. C'est pour avertir la présence d'une canalisation électrique. Voilà. Question 1-8. Donnez la référence du disjoncteur de branchement. Alors, je reviens peut-être sur la question 7. En gros, un grillage plastique rouge, regardez. Oula, rouge. Vous voyez, c'est le petit grillage ici que vous avez, que vous mettez en fait dans la terre. Et donc en fait, on a ici un grillage rouge qui vient signaler la présence dans la terre d'un câble. Et donc quand on vient creuser, si on voit un grillage comme ça rouge, et bien ça indique qu'il y a un fil, un câble électrique, un conducteur électrique sous le grillage. Donc ça vient avertir finalement d'un câble électrique, d'une présence d'un conducteur électrique. Ensuite, donner la référence du disjoncteur de branchement. DT 2/7 et DR 3/10. Alors on y va. DT 2/7. 2/7, ok. Donc là, le disjoncteur de branchement 60 ampères et 500 milliampères sélectif. Donc là déjà on a notre référence, on va dire notre type de disjoncteur. On a donc d'un côté ici on a le calibre et de l'autre côté on a la sensibilité de notre disjoncteur différentiel, du différentiel. Et donc ici sur la partie, voilà. Donc pour sélectionner et donner la référence, et bien ici on va regarder à quoi ça correspond. Donc c'est un
donc disjoncteur différentiel. Ici, voilà, de marque Baco, là, je vois. Et donc, basse tension, coupe et sélectionne l'ensemble de l'installation, protège contre les surcharges et court-circuit, dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit, assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient les risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement, version différentielle bien sûr. Le différentiel sélectif permet une sélectivité totale avec des dispositifs différentiels 30 mA aval, donc après NFC 1500, et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres. Déclenchement intempestif. Donc les plombages, agrès NFC 62411, appareil différentiel, voilà. Et voilà, donc la suite, bon, je ne vais pas tout lire. Globalement, donc c'est emballé un par un. Ils sont emballés, voilà, pas par 10, des fois, ça peut arriver. Ici, la référence, on a les différentes références. On a les disjoncteurs bipolaires et on a les disjoncteurs tétrapolaires. Donc bipolaire 2 pôles, tétrapolaire 4 pôles. Ici, le différentiel 500 mA instantané. Donc on a 3 types d'ampérage. Ensuite, on a un différentiel 500 mA sélectif. Donc là, justement, nous, il faut qu'on regarde un petit peu. C'est un sélectif 500 mA et donc 60 ampères en calibre, en intensité nominale. Donc ici, c'est voilà, c'est réglable. Et là, la nomenclature. Alors nous, vu que c'est un sélectif, alors est-ce que c'est un tétrapolaire? On va regarder ici. Donc, nous, ici, l'alimentation électrique se fait en monophasé, en 230 monophasé. Donc, on n'a que une phase. Donc, phase et neutre. Donc, finalement, il y a la phase qui arrive du côté droit, je pense. Oui, c'est ça. À vérifier, je ne vais pas dire de bêtises. Et ensuite, donc, on a eh bien, le neutre. Donc, en fait, on n'a que ici un disjoncteur bipolaire. Et donc, ça correspond à 60 ampères. Différentiel 500 mA, donc on est bien sur celui-là, et donc la référence pour moi c'est un 210,05. Je vais regarder si j'ai bon. 210,05, ouf, donc c'est bon. Votre patron vous demande le même jour de mettre en place la prise de terre pour le pavillon. Alors, donnez 2 méthodes afin de réaliser cette prise de terre. Donc là, ici, vous avez voilà, soit un piquet de terre, soit une boucle en fond de fouille. Donc ça, voilà. Alors ça, si vous savez pas la réponse, est-ce que vous aviez de quoi vous aider? Peut-être pas forcément. Vous aviez pas forcément d'aide hein, ici. Je ne crois pas. On va regarder un petit peu là-dedans. Donc là, bon, c'était à vous de vous débrouiller finalement pour faire la prise de terre, à moins que c'était indiqué. Non. Donc là, c'était un petit peu, moi je trouve que c'est pas si évident que ça. Finalement, là c'est à savoir par cœur en fait. Oui. Ouais. Bon. Alors, donc ensuite, voilà. Donc là, à bien retenir le piquet de terre 1,50 m et la boucle en fond de fouille de 25 mm² nu. Donc la boucle en fond de fouille, en fait, c'est un fil de cuivre qui fait la boucle de la maison, qui fait le tour de la maison. Et donc il est d'une section de 25 mm² et il est nu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'isolant sur le fil. Et un piquet de terre de 1,50 m, c'est-à-dire qu'il y a un piquet de terre, je peux même montrer des photos, ce sera peut-être plus parlant. « 1,50 m, voilà. Voilà, c'est un piquet de terre que l'on vient enfoncer directement dans la terre et donc qui vient en fait prendre la terre, prendre le potentiel de la terre et donc il est relié directement eh bien, à la terre de nos appareils. Voilà. Et les carcasses métalliques, toute la terre est branchée sur cette prise de terre. Et le fond de fouille, allez, tant qu'on y est, fond
de fouille. Donc c'est la terre, en fait, voilà. On fait tout le tour de la maison avec un fil de terre. Voilà, la terre, terre fond de fouille. Donc le fil, voilà, c'est un fil. Hein. On va regarder le fil. Voilà, on vient faire le tour de la maison avec la terre. Il y a différentes choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, vous voyez, ça correspond pour prendre le potentiel de la terre directement tout autour de la maison. Voilà. Alors ensuite, vous avez partie de réalisation de l'éclairage de l'étage. Donc vous êtes chargé de la réalisation de l'éclairage de l'étage du pavillon. Vous devez notamment préparer la première pause, conduit et conducteur. Question 2-1. À partir du schéma architectural du pavillon DT 7/7, complétez le descriptif de l'étage, de l'éclairage de l'étage. Donc ici vous avez DT 7/7, on va regarder un petit peu. 7/7, on y est. Voilà. Eh bien, on va devoir décrire donc ici la chambre 2, la chambre 3, le bain, le WC, le palier. Donc là, en fait, il faut décrire tout simplement ce qu'on voit dans les différentes chambres. Donc là, on commence par la chambre 2, par exemple, c'est ça. Donc un point lumineux commandé par un simple allumage, un interrupteur simple allumage, voilà. Ça, voilà. SA. Moi, j'aurais même mis un point lumineux L3, entre parenthèses L3, commandé par S7, voilà. Ensuite, chambre 3, vous avez là, ici, c'est un va-et-vient qui commande L5, voilà. Ensuite, le bain, donc en fait, on a ici un double allumage qui commande d'une part un point lumineux central nommé L4 et d'autre part une prise, tout simplement. C'est une prise rasoir, non? Attendez, hop, que je dise pas de bêtises. Ou c'est une prise de commandée en fait. Voilà. Et ici les WC, donc les WC, un simple allumage, non? Voilà. Et ensuite le palier. Donc le palier c'est un télérupteur. Eh oui. Donc c'est un télérupteur, donc 3 boutons poussoirs BP1, BP2, BP3 qui commande une lampe L2 centrale par un télérupteur. Voilà. Voilà. Donc ça. Ensuite, ici, question 2/2. Complétez le schéma développé ci-dessous correspondant au circuit d'éclairage de l'étage en respectant les couleurs normalisées. Donc là, vous avez un point sur l'alimentation du disjoncteur, 2 points sur le commande du télérupteur, etc. Donc la répartition des points. 2 points maxi si pas de couleur. Oui, voilà, faut le mettre en couleur. Donc ça, toujours les mêmes couleurs, bien sûr. Alors là, c'est pas en couleur, mais la phase et le neutre. Donc ici, il est un petit peu particulier. Moi, j'aime moins les schémas dans ce sens-là, mais bon. Donc là, Q1. Donc c'est... alors, qu'est-ce qu'on avait au départ? C'est bien de voir un petit peu ce qu'on avait au départ, voir si c'était à peu près réalisable. Voilà, vous aviez ici, donc Q1, Q1. Donc en fait, ça c'est d'un côté la phase, d'un côté le neutre. Hop, on alimente, donc ici c'est un télérupteur, donc on alimente nos 3 boutons poussoirs, notre simple allumage, ici, donc là le simple allumage en direct, ensuite nos 3 boutons poussoirs qui commandent le télérupteur, ensuite le contact du télérupteur qui alimente la lampe, et ensuite tout ça est relié par le neutre, voilà. Ensuite ici le Q2, alors Q2 c'est la partie éclairage. Donc là on a, alors c'était quoi, là c'est un simple allumage. Ensuite ici on a un double allumage qui dans la salle de bain, voilà, qui commande à la fois la lampe et la prise. Donc tout simplement ici on relie. Et ici un va-et-vient qui commande L5. Donc je pense que ça doit aller. Là bah, il est un peu flou, là on voit pas très bien, mais là il y a un trait ici. Donc les couleurs, tout ce qui est phase c'est rouge, 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 rouge. Partout là. Ensuite les navettes, moi je mets noir. Les retours de lampe sont orange. Et ici retour de prise, moi je mets rouge. Parce que sur les prises j'ai du rouge. Après on peut mettre autre chose pour montrer que c'est une prise commandée. En 1.5.
mais ça c'est pas précisé pour l'instant. Tout ce qui est retour de lampe orange ou violet. Orange. Et là, retour de bouton poussoir, moi je mets noir. Voilà. Et je mettrai même les bornes A1, A2 et les bornes 1 et 2 du télérupteur. Et ensuite, là ici, le orange pour la lampe. Et tout le reste, là, de ce côté-là, est bleu. Puisque c'est le neutre. Voilà. Et le PE, protection équipotentielle, donc la terre, est en vert jaune. Donc moi, je mets que du vert. Voilà. Et je relie bien sûr tous mes appareils à la terre. Ensuite, pour des raisons de simplicité, nous faisons le choix de passer une seule gaine entre le tableau de répartition et la boîte de dérivation BD située dans les combles. Dans cette gaine ICTA, vous allez trouver deux alimentations, éclairage, un retour de bouton poussoir télérupteur et un retour de lampe télérupteur en 1.5. D'accord ? Question 2 sur 3, enfin 2-3, complétez le schéma unifilaire ci-dessous correspondant au circuit éclairage de l'étage, uniquement le palier, la salle de bain et la chambre toit en utilisant les symboles normalisés. Donc ici, voilà. Là, ben, en fait, tout simplement, là, c'est mettre les couleurs. Alors là, c'est un petit peu dommage que ce soit pas en couleur, parce que là, vraiment, c'est pas si évident que ça. Bon, globalement, ça, donc en gros, il faut. Moi, je commence souvent par les lampes. Donc si vous avez mis vous mettez les mêmes couleurs que ce que vous avez mis là en fait. Donc ici, tout ce qui est va-et-vient, moi je mets sur le premier va-et-vient, je mets rouge, noir, noir, et le deuxième interrupteur, je mets orange, noir, noir, ce qui correspond à rouge, noir, noir et orange, noir, noir. Et là, je mets du orange vers L5. Donc L5, c'est orange, bleu et vert jaune, puisque sur L5, on a le orange d'un côté, le bleu de l'autre côté et le vert jaune de ce côté-là. Ensuite, tout ça se relie à la boîte de dérivation et bien sûr part vers le tableau, vers notre disjoncteur qui est Q1, Q2, voilà, Q2, qui est dans le tableau. Donc ça doit passer par là, voilà. On a d'une part donc un circuit éclairage, donc rouge, bleu, vert, jaune. Un circuit prise, rouge, bleu, vert, jaune aussi. Pourquoi d'ailleurs on a deux... Ah oui, non, excusez-moi. On a deux circuits d'éclairage, puisqu'on a deux disjoncteurs. On a d'une part, on a Q2, et d'autre part, on a Q1. Donc on va avoir deux fois deux fils rouges, deux fils bleus. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont passé deux fois la Terre. On pourrait passer une seule fois la Terre. Pour moi, c'est un peu double emploi. Et ici, on a un retour de bouton poussoir. Donc ça, c'est pour tous les boutons poussoirs rouge et noir. Donc le rouge qui est pris sur le disjoncteur correspondant. Et le noir qui revient vers le tableau. Et ensuite, du tableau, donc tout ce qui est bouton poussoir rouge et noir, rouge et noir. Et ensuite, ici, eh bien, le retour de lampe du télérupteur, on va le faire violet. Et donc le télérupteur, voilà, on va le faire violet ici. Et donc, ce qui correspondra à L2. Donc, on ira alimenter L2. Et L2, il est où? Il est là. Donc, ici, on fera violet, bleu et vert. Jaune, bien sûr, vert, jaune. Enfin, sur la feuille, vous mettez vert. Si vous n'avez pas de jaune, c'est bon. Voilà, donc on a fait nos appareils. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste ici le double allumage. Donc moi, ici pour S9, je mets en général rouge, orange, violet. Et donc d'une part, je mets orange d'un côté et violet de l'autre côté. Et comme ça, j'ai mes deux retours, un pour L4 et un pour PC1, la prise de courant 1. Voilà. Toujours le bleu et le vert jaune. Voilà, et puis ensuite alors le VC, je sais pas pourquoi il n'est pas représenté ici. Bon, enfin il n'est pas, il est peut-être sur une autre boîte de dérivation, voilà, ou en direct, je ne sais pas. Voilà un petit peu comment je répartirai mes circuits, mais après finalement vous n'êtes pas obligé d'avoir eh bien ces couleurs-là. Vous pouvez avoir d'autres couleurs tant que ça fonctionne. Alors toujours, les couleurs qui sont obligatoires, c'est le bleu pour le neutre
et le vert jaune pour la terre. Après, finalement, tout le reste, ce ne sont pas des couleurs obligatoires. Ensuite, question 2-4. En utilisant les données de la page précédente, complétez le tableau suivant. Donc, nombre de conducteurs entre le tableau et la boîte de dérivation. La boîte BD, alors, la boîte de dérivation. 8. Alors, eux, ils ont trouvé 8. En fait, c'est entre le tableau et la boîte de dérivation. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, on a 8 conducteurs. D'accord. Section des conducteurs entre le tableau et la boîte de dérivation. Vu que ici, c'est que du circuit éclairage, on peut utiliser du fil de section 1,5 mm². Ensuite, question 2/5. En utilisant l'un des tableaux ci-dessous, tracez le choix de votre conduit, voir exemple donné en gris. Donc ici, on a deux tableaux. Un pour les tubes IRL, donc les tubes voilà, alors isolant rigide lisse, donc les tubes finalement IRL, je vois bien, je pense que vous voyez ce que ça représente. IRL, alors tube IRL. Voilà, c'est les tubes voilà, comme ça. Et les gaines ICTA. Alors là en gaine, bien sûr. Voilà, c'est plutôt ça. Donc là, ici, je pense qu'on sera plus sur des gaines. Hein. De toute façon, c'est même pas, je pense. Je suis sûr qu'on est sur des gaines. Et donc, ici, vu qu'on a 8 conducteurs et que la section est de 1,5. Donc, en fait, voilà. Comment ça se lit? C'est-à-dire, on a des fils de rigides ici. On en a, en 1,5, on en a 8. Et on en a 0 en 2,5. Donc on est directement sur cette case-là. Et cette case-là correspond à un diamètre de gaine de 25 mm. Donc, voilà, le diamètre de conduit choisi est du 25 mm. Mais imaginons, on aurait eu, par exemple, donc 8 fils de 1,5, plus, par exemple, 3 fils de 2,5. On aurait eu un circuit prise, par exemple, en plus. Eh bien, on aurait choisi du 32 mm de diamètre extérieur de gaine ICTA. Donc voilà, bon, c'était pour c'est pas mal comme tableau, je trouve c'est assez facile à comprendre, j'espère. Après, n'hésitez pas à me redire s'il y a des choses qui sont pas bien comprises. L'intérêt est vraiment de tout décortiquer au plus simple, on va dire, et puis ensuite n'hésitez pas à revenir vers moi pour les autres questions. Hein. Je sais qu'il n'y a pas de questions bêtes. Moi, je ne jugerai pas. Voilà. Au contraire, il vaut mieux poser des questions bêtes pour être moins bête. Voilà. Partie 3. Réalisation du raccordement du chauffe-eau électrique. Alors, vous êtes chargé de la pose et du raccordement du chauffe-eau électrique situé dans le cellier du pavillon. Le chauffe-eau est de type vertical, 200 litres, tout courant à résistance stéatite. Il peut être branché soit en monophasé, soit en triphasé. Le client a choisi une distribution en 230 monophasé. Ouais. Il hésite pour son abonnement entre l'option de base et l'option heure creuse. Vous devez l'aider à faire son choix. Donc alors, post-scriptum, le prix du kilowatt est de 0,11 06 euros en heure pleine et 0,0673 673 en euros en heure creuse. Donc ici, question 3-1. Complétez le tableau suivant à l'aide de l'extrait catalogue chauffe-eau. Donc alors, puissance absorbée. Donc ici, on va regarder le DR 4/10. Alors, DR, déjà, il est ici, 4/10. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous demande, donc ici, on voit, alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On sait déjà que le chauffe-eau est de type vertical 200 litres. Donc déjà, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà. 200 litres, déjà, on sait qu'on est plutôt dans cette colonne-là. Alors, caractéristiques, chauffe-eau, V, bon. Puissance en watts, donc on a une certaine puissance. Alors, TC, ça correspond à quoi?
Tout courant, non? Ou mono? À voir. Moi, je pense que c'est tout courant, parce que c'est un tout courant. TC, à mon avis. Hein. À résistance stéatite. Ok. Ça change quoi? Oui, ça change que lui, il est en mono. Il est seulement en mono, alors que lui, il peut être tout courant. Donc, il peut être à la fois en mono et à la fois en tri. Ici, c'est quoi alors? C'est les sections? Non, c'est quoi ça? On va regarder. Intensité. Donc nous, de toute façon, on sera on sera à 10,4 je crois. Donc qu'est-ce qu'il demande? Alors, puissance absorbée. Donc la puissance, voilà, elle est ici en watts. Donc vous marquez 2400 watts, tout simplement. Ensuite, l'intensité absorbée. Donc finalement, ici, c'est 10,4. 10,4 ampères, bien sûr. Et alors, ici, c'est vrai que c'est pas précisé. Mais il faut le savoir par cœur qu'une intensité, c'est en ampères. Donc, A. Donc 10,4 A ampères. Et la durée de chauffe. Donc la durée de chauffe, ici, durée de chauffe, elle est de 5h30. Voilà, tout simplement. On va pas chercher plus loin, c'est bon. Ensuite, alors quand en plus, en général, quand on vous demande de compléter un tableau, en général, il n'y a pas trop de calcul. Là, par contre, quand on vous demande de calculer l'énergie consommée par le chauffe-eau en un jour, puis en un an, ouais, en comptant une chauffe par jour, là, quand on vous demande de calculer, en général, il va falloir se poser et puis faire un petit calcul. Alors, vous avez, alors, pour un jour, donc alors, on va essayer d'aller à l'essentiel, de comprendre facilement. Donc là, vous avez, bon, pas plus d'informations, en un jour, sachant qu'il fait une chauffe par jour. Donc vous avez, là, finalement, par rapport à ce qu'on a avant, on vous a pas demandé forcément de le trouver pour rien. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser. On sait qu'on a, il va consommer 2400 watts, hein, donc ça c'est la puissance de notre chauffe-eau, et il va chauffer, la durée de la chauffe, ça, on sait qu'on a, en un jour, on a une chauffe par jour, et bien elle est de 5h30, de 5h30, pardon, enfin, c'est pareil. Et donc ça fait tout simplement en fait la puissance, alors W égale PT, alors voilà, W c'est l'énergie par jour en watts-heure, et bien c'est égal à PT, donc puissance multipliée par le temps. Donc la puissance en watts, le temps en heures, le résultat c'est des watts-heure. Donc ça fait puissance, donc 2400, multiplié par 5,5 heures, ça nous donne 13 200. D'ailleurs, ils ont tout de suite, alors là j'aime moins quand ils présentent comme ça, parce que finalement quand vous tapez sur votre calculatrice ce calcul-là, vous n'allez pas tomber sur ce résultat. Hop, on y va. Donc 2400 multiplié par 5,5. Vous tombez sur 13 200 Watt-heure. Eux, après, ils ont mis en kilowattheure. Donc finalement, vu que c'est kilo 1000, on recule la virgule de 3 cases. Voilà. Donc c'est pour ça des kilowattheures. Et puis ensuite, en un an, eh bien, on va multiplier par 365 jours, puisqu'il y a 365 jours par an. Voilà. Et 366 jours si c'est une année bissextile. Mais ça, il vous le précise pour pas que vous ayez d'erreur de ce côté-là. Ok, ensuite question 3 sur 3. Calculer le coût annuel lorsque la chauffe se fait avec un abonnement de base, puis calculer le coût annuel lorsque la chauffe se fait avec un abonnement option heure creuse. Le chauffage de l'eau se fera alors en heure creuse, la nuit, quand ce sera moins cher. Donc on y va. Option de base, donc on sait que finalement, vu que pour un an, un coût annuel c'est un an, on va chauffer, donc on va avoir, on va consommer cette énergie-là. Cette énergie-là, on sait que pour, voilà, si le prix du kilowattheure est, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà, en heure pleine, c'est 0,11, enfin voilà, ce prix-là. Si on est en heure pleine, c'est-à-dire si on a une option de base classique, on paye en heure pleine. Et donc on va payer
prix là. Donc l'abonnement coûte plus cher, on va voir pourquoi, mais d'ailleurs non, moi je trouve. Option de base, oui, mais ça va nous coûter plus cher aussi. Qu'est-ce qui compte? Oui, oui, bon. En gros, si on a l'option de base, on va payer eh bien l'énergie multipliée, parce qu'on sait que ça c'est 4818 kW, ça correspond à 1 an. Et donc on sait que pour 1 kW, on paye 11 centimes environ. Donc on va multiplier par 4818 et on va trouver 532 euros. Alors que si on le fait passer en heure creuse, on va payer 324 euros. Voilà, puisqu'on prendra l'autre tarif ici d'heure creuse. Donc on voit qu'on paye moins cher. Et donc quelle est l'économie réalisée en prenant un abonnement heure creuse? Eh bien on économise la différence entre les deux, c'est-à-dire 208,62 euros. On choisira donc de commander le chauffe-eau à l'aide d'un contacteur heure creuse et un abonnement option heure creuse. Ensuite, donc voilà, question 3-5. À l'aide du catalogue constructeur du chauffe-eau DR4 sur 10, déterminer la section minimale à installer pour alimenter un chauffe-eau. Bon, ça c'est à savoir par cœur. 2,5 mm² pour un chauffe-eau. Donc on va quand même regarder DR4 sur 10. Donc 4 sur 10, il vous le dit où? Voilà, il vous le dit ici. Donc ici. Ah, bon, voilà, ici vous le voyez là. Il va apparaître. Voilà, 2,5 mm² minimum. Ensuite, question 3-6. En vous aidant du document DR4 sur 10, complétez le schéma unifilaire de raccordement du chauffe-eau avec contacteur heure creuse ainsi que le raccordement interne du chauffe-eau, thermostat et barrette en respectant les couleurs normalisées. Donc allez, on y va. Donc en gros, voilà, ici vous avez le schéma. Bon, ça c'est le corrigé bien sûr. Donc vous, à la base, on vous donne ce schéma-là, vierge. Voilà, à vous de jouer. Donc vous avez, bon, ça c'est, ça devrait aller. Donc vous regardez en fait ici dans le, nous ici on a lequel alors? On a le monophasé tri. Donc nous en fait ici on est en mono. Donc on va avoir ce raccordement là tout simplement. La résistance d'un côté, donc en fait on a la phase qui est branchée d'un côté, le neutre qui est branché de l'autre côté, voilà, et la terre. Et bien sûr, d'ailleurs c'est pas si facile que ça, puisque finalement il ne vous donne pas dans le schéma du contacteur. Hein. Donc à vous de vous débrouiller après pour le contacteur. Vous allez avoir eh bien d'un côté voilà, votre alimentation ici pour la bobine du contacteur. Vous avez votre contact heure creuse ici qui est sur le compteur. Alors je vais prendre le corrigé. Voilà. Donc phase et neutre comme d'habitude. Ensuite la phase et neutre est alimentée. On alimente notre premier disjoncteur. Ensuite notre deuxième disjoncteur, phase et neutre. D'une part, le disjoncteur 2 A, lui, il sert pour la commande de notre contacteur, c'est-à-dire on prend la phase en rouge, on alimente, on vient sur notre contact, on ressort que, donc ici le contact se ferme que lorsque nous sommes en heure creuse. Quand nous sommes en heure creuse ici, le fil, moi je le mets de couleur noire, vient sur la borne A1 du contacteur et ressort ici en bleu par la borne A2 et revient à notre disjoncteur. Donc ici, une fois que entre A1 et A2, eh bien, nous avons apporté de la tension, c'est-à-dire quand le contact ici est fermé, eh bien notre contacteur ici va fermer aussi ses contacts de puissance entre 1 et 2 et entre 3 et 4. Donc pour alimenter le chauffe-eau, vous passez d'abord par le 20 A. Ici en fil de 2,5, vous sortez et vous alimentez entre 1 et 3 et vous ressortez entre 2 et 4, entre donc, phase d'un côté, neutre de l'autre côté, et ensuite
Vous ressortez, de l'autre côté. Vous alimentez d'une part phase et de l'autre côté neutre en B3. Voilà. Donc voilà. Et puis après la terre de votre appareil qui est relié directement à la protection équipotentielle. Voilà, donc mettez bien les couleurs, faites ça propre, et puis ça se passera bien. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'aide. Après, bon, c'est quand même des schémas que vous rencontrez tout le temps, donc à vous de vous le faire, et puis de l'apprendre, et puis de le faire un peu dans toutes les positions, dans toutes les dispositions des appareils, hein, pour bien comprendre. Et vous avez une petite aide quand même qui est ici, voilà, au niveau de, c'est la même chose finalement que ici, hein, voilà, vous reprenez ce schéma pour cette petite partie ici. Voilà, donc ensuite, partie 4, dernière partie. Alors on y va, allez. Donc partie 4, réalisation de la pose du chauffage électrique. Vous êtes chargé de la pose et du raccordement du chauffage électrique par plancher chauffant rayonnant de type infracable de chez Delage. Pour cela, vous passez chez le fournisseur, récupérez les colis de câbles chauffants commandés pour le pavillon de Monsieur Martin, voir bon de livraison donnée DR5/10. Il reste à répartir les colis de câbles chauffants dans les pièces du pavillon. Alors, question 4.1. Il est nécessaire de connaître la surface au sol de chaque pièce afin de déterminer la puissance de chauffage à installer, voire DT 4/7. Bon, ça va nous faire pas mal de documents, on va regarder. Calculer les surfaces au sol manquantes pour les chambres 2 et 3. Préciser les unités utilisées en utilisant le plan de l'étage DT 6/7. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Pour les deux chambres, calculer longueur, largeur, surface. Voilà. Donc ici, alors on y va. Chambre 2, chambre 3. Donc les surfaces, donc on les a apparemment ici, donc DT 4/7. Alors on est sur DR, DT. Alors 4. Voilà, vous avez la surface ici. Au sol, ok. Donc ah oui, voilà, donc c'est ce qui manque finalement, c'est ça. Alors vu qu'on en a pas, bon, pour l'instant voilà, je vois ça ici. Et vous avez aussi DT 6/7. Ah. Voilà, donc DT 6/7, vous avez des longueurs là. 4,49 et 3,35. Donc j'imagine qu'ils ont fait voilà, 4,49 fois 3,35. Pour avoir la surface, vous multipliez les deux. Et vous avez 15 mètres carrés. Pareil pour la chambre 3. Donc 5,74 et 3,20. On va regarder. 5,74 et 3,20. Bon, ça va, normalement. Longueur fois largeur égale surface. Vous mettez tout en mètres pour avoir en mètres carrés au résultat. Et voilà, donc à vous de jouer. Refaites les calculs par vous-même. Vous voyez si vous retombez sur la même chose. Il faut vraiment que ce soit su. Ça c'est des choses qu'on vous demandera régulièrement. Complétez le tableau ci-dessous, sachant que nous choisissons de mettre 75 watts par mètre carré de plancher chauffant, voire DR 5/10. Donc on y va. DR 5/10. DR 5/10. Ok, donc oui, donc qu'est-ce qu'on demande? Donc hall plus WC plus cuisine. Donc en fait la surface au sol cumulé. Donc ici, voilà, ici donc on a hall plus WC plus cuisine. Donc hall plus WC plus cuisine. Donc ici on additionne les surfaces au sol, tout simplement. Voilà. Et donc 5,16, donc 5,16 hall. Ensuite WC 1,54, 1,54. Et ensuite cuisine 12,72, 12,72. Donc on additionne les trois, ça nous fait 19,42 mètres carrés. 19,42 mètres carrés. On sait qu'on a 75 watts par mètre carré.
Donc on sait que pour 1 mètre carré, on a 75 watts. Mais là, on n'en a pas qu'un, on en a 19,42 mètres. Donc on multiplie par 19,42 et ça nous donne la puissance à installer de 1456 watts. Donc le numéro de colis correspondant, c'est le... Alors il trouve que c'est le 6. On va regarder ici. Donc ici on avait calculé 1456 watts. 1456 watts. 1456. Alors moi, je prendrai celui-là puisque c'est le plus proche au-dessus. Alors c'est toujours pareil, vous avez ici donc du plancher. Vous avez une certaine longueur de câble et donc celui-là en fait il correspond à 1500 watts. Donc vu qu'on a besoin de 1456, si on prend, allez je dirais le premier par exemple. Si on prend le premier, ben, on n'aura pas suffisamment vu qu'on veut, on veut 1456. Donc là on aura que 1400, donc ça ne conviendra pas. Après on pourrait prendre celui-là, c'est vrai. Mais finalement on a celui-là qui est plus proche, le 1500. Donc on prend celui-là. Et en plus, quand je regarde la correction, c'est bien ce qu'ils ont choisi, ça me rassure. Voilà. Ensuite, le salon plus repas, alors on y va. Ainsi de suite en fait. Après vous avez toujours la méthode. Donc salon plus repas, alors oui, il détaille même plus, mais salon repas, donc c'est 41,12. Voilà, 41,12 multiplié par 75 qui nous donne 3084. Donc finalement ici 3100 du coup. Ça marche bien ça. Voilà. Ensuite idem pour la troisième partie. Chambre 1 plus placard plus toilette. Et bien tout simplement chambre 1 plus placard plus toilette. Chambre 1 plus placard, donc 13,2. Plus toilette 8,71. Et donc on a 21 mètres carrés. Ok, ok. Et donc vu qu'on trouve ici 1643. 1643, donc 1650, c'est bon. On a notre, on sait que c'est le colis numéro 2 qu'il faut installer à cet endroit-là. Bon, ensuite, même principe, on va pas le refaire. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe. Par élimination, même le dernier, voilà, on sait que c'est le 4 puisque c'est le seul qui n'a pas été utilisé. Et puis voilà. Ensuite, le client a également fait le choix d'installer un radiateur sèche-serviette mixte Nefertiti de chez Atlantique. Donc, voir document constructeur DR 7/10. Ok, vous êtes chargé de poser ce radiateur, mais pour cela, vous devez respecter la norme NFC 1500 concernant les volumes de la salle de bain, voire DR 6/10. Ok. Question 4-3. Dessinez ci-dessous les différents volumes. 1. Une couleur par volume, Une couleur par volume en respectant l'échelle donnée. Alors, eh bien, tout simplement, vous allez prendre votre document et puis vous allez mettre ici les couleurs. Sachant que ça a un peu changé. Bon, on va repartir de ce document, même s'il n'est plus à jour, puisque maintenant il n'y a plus de volume 3. Voilà, il y a d'autres volumes, il y a d'autres choses qui vont changer. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Là, pour finir, parce que la vidéo commence à durer un petit peu longtemps. Globalement, vous remettez vos couleurs. Donc ici, volume 0. C'est tout ce qui est baignoire ou douche, donc c'est à l'intérieur de la baignoire et la douche, voilà. Donc tout matériel électrique est interdit. Hop, on peut mettre une couleur. Par exemple, moi je mettrais bien en rouge. Ensuite, volume 1. Volume 1, c'est tout ce qui correspond au-dessus de la douche ou de la baignoire, mais pas plus haut que 2,25 m. Donc bon, ici, faut peut-être représenter sur les côtés, voilà. Ensuite, volume 2, tout ce qui correspond à 60 cm par rapport à notre baignoire, ou notre bac à douche d'ailleurs. Donc 60 cm, on sait que 2 mètres, ça correspond à ça. Donc finalement, c'est un tiers, on va dire. Voilà. Globalement, ça part par là, et hop, ici, ça fait une sorte d'arrondi, et ensuite, ça revient comme ça. Donc là, voilà, c'est pas dessiné d'ailleurs. Ça pourrait être bien de le dessiner, mais bon. Et ensuite, le volume 3, eh bien, c'est tout ce qui est après, en fait. Tout simplement, après 60 cm.
eh bien on a le volume 3. Alors vous mettez une autre couleur. Moi je mettrais bien rouge, orange, jaune et vert. Vert, ça veut dire que vous avez pratiquement, vous pouvez installer plus de choses. Voilà. Voilà. Ensuite, donc échelle 1/30e, vous pouvez respecter ça aussi. Donc ça veut dire que 1 cm sur le plan correspond à 30 cm dans la réalité. Donc ici on peut prendre 2 cm. Ah non, 2 cm c'est là. Donc ça veut dire que 2 cm c'est là. Donc ça veut dire, je me suis trompé, vous avez bien, si 2 cm ça correspond, si 1 cm ça correspond à 30 cm, 2 cm ça correspond à 60. Donc finalement ce trait là correspond à la limite du volume 2. C'est-à-dire volume 2 il est là, volume 3 il est là. Volume 1, il est là. Et volume 0, il est là. Voilà. Ensuite, question 4 sur 4. Le radiateur Nefertiti est-il classe 1 ou classe 2? Donc, on va regarder sur le radiateur. Alors, c'est quoi déjà la doc du radiateur? DR 7 sur 2. 7 sur 2. Voilà. Alors, il correspond à quoi? Donc alors on pourrait tout lire, mais bon, ici voilà, je l'ai trouvé. Classe 2. Donc vu qu'il est classe 2, ici voilà, vous indiquez ici classe 2. Et donc que signifie cette indication au niveau du raccordement électrique? Donc le raccordement du PE n'est pas... le conducteur de PE n'est pas raccordé au radiateur sèche-serviette. En fait ici, quand on regarde ici... dans notre sur notre appareil, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, est-ce que c'est indiqué? Homologation, thermoplongeur, structure, régulation, commande, filtre, mode, teinte, dimensionnement. Donc la classe 2 est IP. Voilà. En fait, tout ce qui est classe 2, de toute façon, il n'y a pas la Terre. On peut regarder ici rapidement. Tout ce qui est appareil de classe 2, eh bien, il y a une double isolation sans terre. Ça, c'est à savoir. Donc, classe 1, c'est liaison à la terre des parties métalliques. Classe 2, donc c'est une double isolation et il n'y a pas la terre. Et classe 3, c'est isolation de classe 2 plus alimentation par un transformateur très basse tension. Voilà. Vous avez différentes choses ici. Voilà. Interdit en Europe. Donc classe 2, voilà, c'est principalement quand vous n'avez pas la terre. Ensuite, et puis surtout, que signifie cette indication au niveau du raccordement électrique? Eh bien, il y a une double isolation aussi, on pourrait dire. Voilà. C'est important de le dire quand même. Voilà. Ensuite, en vous servant des documents DR 6 sur 10 et 7 sur 10, déterminez dans quel volume ce radiateur sèche-serviette peut-il être implanté. Donc en fait, vous allez regarder directement ici. Voilà, en fait, donc ici, vous savez que vous, alors, tout matériel électrique est interdit. Donc déjà, volume 0, on oublie. Ensuite, volume 1, au-dessus de la baignoire, ne sont autorisés que les appareils d'éclairage ou les interrupteurs alimentés en très basse tension. Pour les appareils électriques, on veillera à ce qu'ils portent la marque NF qui soient protégés contre les protections d'eau. Donc déjà, ils ne sont autorisés que les appareils d'éclairage et les interrupteurs, donc c'est pas bon. Puisque nous c'est un radiateur. Et ensuite volume 2, pour ce volume, tous les appareils, tous les matériels, tels qu'appareils de chauffage électrique, donc là, ou appareils d'éclairage doivent être de classe 2, donc c'est bon, porter la marque NF et être protégés contre la pluie. Seules sont admissibles les prises rasoirs équipées d'un transformateur de séparation. Donc nous c'est bon ici, et puis forcément, volume 3, sont admis les appareils électriques et le matériel électrique de classe 1 et 2 du coup, puisque finalement vu que c'était déjà accepté là, forcément sur le 3 c'est accepté. Donc ça nous donne les volumes 2 et 3. Voilà, c'est ça. Ensuite, partie 5, réalisation du coffret d'alimentation du surpresseur. Le client a fait le choix d'installer un système de récupération d'eau de pluie afin d'alimenter les toilettes, la machine à laver et un robinet extérieur pour l'arrosage. Vous êtes chargé d'installer
la pompe ou surpresseur et son coffret de production. Le client a fait le choix d'une pompe monophasée avec réservoir vessie horizontal de 24 litres et d'une puissance de 0,75 kW avec un débit moyen de 2 m3 par heure. Question 5 sur 1. En utilisant le document constructeur du surpresseur DR 8 sur 10, complétez les caractéristiques de la pompe. Donc, hop, on y va, 8 sur 10. On y est. On a besoin de la puissance utile de la pompe. Donc là, notre pompe. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, nous. Donc alors, ce qu'on a lu ici, ça va nous servir. Ici, déjà, 24 litres, puissance 0,75 kW. Donc en puissance 0,75 kW, déjà, c'est plutôt bon signe. Il y en a plusieurs, donc ça veut dire que ça va nous servir, mais plus tard. Ensuite, on sait qu'on a une 24 litres. 24 litres, 60, 100. Donc déjà, il n'y a plus que le choix entre ces deux-là. Ensuite, ici, on voit que c'est horizontal ou sphérique. Nous, ici, on a vu vessie horizontale. Donc déjà, c'est horizontal ici. Et en horizontal, après, on a... Donc ça correspond à ces trois lignes-là. Mais ici, nous avons 2 fois 75. Soit celui-là, soit celui-là, celui-là. Donc, alors, nous, ça correspond à quoi? Avec un débit moyen de 2 m3 par heure. Débit moyen de 2 m3 par heure. Alors, débit moyen. Nous, ici, voilà. Ben voilà, on a trouvé. Notre débit moyen en m3 par heure, il est de 2. Donc, alors que les autres sont de 3. Donc, finalement, on est plutôt sur cette ligne-là, en fait. 2 m3 par heure. Vous voyez? Débit moyen, 2 m3 par heure. Donc, ici, on est sur cette ligne-là. Donc, ça, déjà, ça nous aidera beaucoup. Ensuite, donc, on nous demande quoi? On nous demande la puissance utile. Donc la puissance, on regarde ici, puissance en kilowatts, 0,75 kW. Donc ici, 0,75 kW. Ou alors 750 watts, ce qui est pareil. Est-ce qu'on vous la demande en watts peut-être? Même pas. Donc là, ici, même moi, je mettrais tout simplement 0,75 kW. Hein. C'est bon aussi. Les deux sont bons. Ensuite, intensité absorbée. Donc, on y va. Intensité absorbée. Alors, intensité absorbée. Voilà. Volts et ampères. Donc, ici, on a 230 volts et 5,1 ampères. Donc, l'intensité, c'est en ampères, à savoir par cœur. Donc, 5,1. Donc, ici, 5,1 ampères. Tension d'alimentation, 230. Ensuite, référence, eh bien, alors 230, comment on a fait? Ben, on a vu ici, hein, voilà. Et ensuite, la référence, eh bien, c'est une PJ 30ME 24H. Voilà. Donc, c'est bon. Ensuite, question 5-2. Le surpresseur sera protégé par un disjoncteur moteur monté en coffret étanche. Complétez le tableau suivant à l'aide du document constructeur Legrand DR 9 sur 10. Donc on y va. DR 9 sur 10. Voilà. Donc on demande la référence du disjoncteur moteur, la plage de réglage, le réglage choisi et la référence du coffret étanche. Donc on y va. On demande d'abord la référence du disjoncteur moteur. Sera protégé par voilà, en coffret étanche. Alors on a peut-être des choses là. Disjoncteur moteur monté en coffret étanche. Ok. Donc, disjoncteur moteur. On a quoi? Alors, on a disjoncteur tripolaire. Ok. Ensuite, donc tripolaire, voilà. On a ici donc profondeur, permet la commande et la protection de moteur jusqu'à 15 kW en 400 volts. Intensité nominale, donc ici on a, alors l'intensité nominale, nous on savait que ça alimente notre surpresseur qui fait 5,1 ampères. Donc ici, déjà, tout ce qui est en dessous de 5,1, on oublie là déjà. Ensuite, 6,5, voilà. 6,5, moi je pense que c'est bien parce que finalement, on va pas prendre plus, on n'a pas besoin de plus, nous. 6,5, c'est l'intensité nominale et ça tombe bien puisqu'on peut régler la plage de réglage bien, du thermique
en ampères, c'est de 4 à 6,5. Donc on pourra régler nous sur 5,1. Et le nombre de modules, 2,5, c'est-à-dire la place que votre appareil, votre disjoncteur va prendre, est de 2,5 modules. Sachant qu'un module, ça correspond à la largeur que prend un disjoncteur. Par exemple ici, on va mettre par exemple un disjoncteur. Un disjoncteur, par exemple, ici va prendre un module. Là, ici, un interrupteur différentiel va prendre ici 2 modules. Voilà, la place de 2 appareils d'un module. Et donc, nous, vu qu'il fait 2,5, ça veut dire qu'il prend encore un demi-module en plus de taille. Voilà. Bon. Donc, ça, c'était vraiment demandé, ça? Oui. Alors, eh bien, donc, tout simplement, on va donner la référence 0,28,08. J'espère que c'est ça. 0,28,08, c'est bon. Plage de réglage, donc voilà, de 4 à 6,5 ampères. Réglage choisi, ben, on règle sur 5,1. Et donc la référence du coffret étanche. Alors, la référence du coffret étanche, on a coffret étanche. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Boîtier. Donc de toute façon, tout ce qui est référence, c'est là. Donc là, on a vu que c'était des références que des disjoncteurs tripolaires. Et donc ici, eh bien, on a finalement le boîtier IP65. Donc indice de protection 65, ça je ne vais pas le rappeler, je l'ai vu, vous allez voir sur le sujet 2009. J'en ai parlé un peu plus longuement. Peut recevoir en face avant un arrêt d'urgence. Voilà. Remplacement de la membrane pour disjoncteur moteur avec contact auxiliaire, etc. etc. Donc 4 modules. Donc c'est un boîtier. Voilà. Et c'est le 02829, c'est bien ça? 02829. Bon. Allez, c'est parti. Donc la dernière question. Dernière question. Donc on y va. Complétez ci-dessous le schéma de puissance du surpresseur. Alors, vous avez le schéma de puissance. Donc en fait, nous ici, vu qu'on sait qu'on est en monophasé. Pourquoi on sait qu'on est en monophasé? Puisque finalement ici, on a vu qu'on était en 230 volts. Donc c'est forcément du monophasé. D'accord? Eh bien, on va prendre le branchement suivant. C'est-à-dire, on a la phase qui passe par un contact, qui est reprise et repasse par un autre contact ici. Et là, ici, on vient alimenter notre appareil. Pourquoi on passe par les comment dire par deux contacts à la fois? Puisque si on passe par un seul contact, et bien ici, il va voir qu'il n'y a pas de courant sur le troisième contact, et donc il va voir qu'il y a une rupture de phase, il y a une phase en moins, et donc du coup il ne va pas il va ouvrir ses contacts pour protéger notre appareil. Mais sauf que là on vient feinter notre comment dire, on vient contourner ce problème qui pourrait venir, et donc on vient faire ce type de câblage. Donc ici, voilà, on vient phase neutre, hop, on prend la phase, hop, on passe sur la phase 3. Alors vous voyez, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est drôle. Ici on commence par le côté droit et ensuite on revient au milieu. Alors que sur la correction, ils ont commencé au milieu et ils font un bouclage sur le côté droit. Ça revient exactement au même, mais bon, c'est juste voilà, c'est pour montrer que qu'on câble d'un sens ou dans l'autre, ça revient même. Et ensuite la phase ici, la terre, n'importe quoi, la terre qui est branchée en direct. Voilà. Bon, on arrive au bout de ce corrigé. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite bon courage pour la suite, et puis surtout n'hésitez pas à en faire encore et encore pour être prêt. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage, à bientôt, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions en plus. Voilà.